civile, événements bénéfices ont lieu dans plusieurs villes au Québec, souvent sur une base hebdomadaire, notamment à Montréal, Québec et Rimouski. À Montréal, il y a une très forte mobilisation des communautés palestiniennes, arabes et musulmanes, dans les milieux universitaires aussi, et dans les quartiers où sont nées plusieurs organisations locales du nom de Hochelaga pour la Palestine, Montréal-Nord pour la Palestine, Longueuil pour la Palestine et plusieurs autres. Pour l'essentiel, malheureusement, cette mobilisation a été ignorée des médias et par conséquent d'une très grande partie de la population. C'est dans ce contexte que la Coalition du Québec Urgence Palestine s'est mise sur pied avec pour objectif de rendre visible l'étendue et la profondeur de l'indignation de la société civile québécoise face à l'horreur qui se déroule à Gaza. Le 26 janvier dernier, la Cour internationale de justice a statué qu'il était plausible qu'Israël commette des actes de génocide à Gaza. Alors que le gouvernement du Canada dit encore en attendre des preuves irréfutables, pour un très grand nombre de personnes au Québec et ailleurs dans le monde, ce constat, le génocide, s'impose de lui-même, d'autant plus que la situation n'a cessé d'empirer depuis la décision de la Cour internationale de justice. Près de 32 000 morts et près de 74 000 blessés, une population dont 85 % est maintenant sans domicile, en majorité dans un ultime refuge à l'extrême sud de la bande de Gaza, près de la frontière de l'Égypte. Une bande de Gaza qu'Israël a rendue inhabitable par la destruction des infrastructures supportant la vie. Une bande de Gaza en situation de famine généralisée, entièrement causée par le blocus criminel israélien. Et l'horreur continue. Depuis 3 jours, pour la 4e fois, Israël a assiégé et envahi l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, faisant 90 morts dans les 3 derniers jours. Hier, 23 travailleurs de la distribution d'aide humanitaire ont été tués par une frappe aérienne au même endroit où a eu lieu le 29 février dernier ce qu'on a appelé le massacre de la farine. Rappelons que les forces israéliennes avaient alors ouvert le feu sur des civils en proie à la famine, tentant d'obtenir de la nourriture d'un convoi d'aide humanitaire et faisant au moins 118 morts et 760 blessés. Une grande partie de la population québécoise est indignée, révoltée par ce qui se passe présentement. Et nous en avons des indications très concrètes. Pour rendre visible cette indignation et pour bâtir la mobilisation en vue de la manifestation de samedi, la Coalition du Québec Urgence Palestine a fait circuler un appel à la mobilisation, un court texte intitulé « Ensemble pour Gaza et la Palestine, ensemble pour la justice et la paix ». À ce jour, ce texte a été signé par 191 organisations et 134 personnalités publiques. Il s'agit d'organisations de toutes les régions du Québec, représentant tous les secteurs de la société, organisations syndicales, de femmes, étudiantes, communautaires, etc. La plupart, en signant, nous ont indiqué que cet appel était vraiment attendu et qu'elles allaient mobiliser dans leur réseau et participer à la manifestation. L'appel a été publié dans une pleine page du Devoir samedi dernier et il devrait paraître dans une pleine page du Journal de Montréal, probablement demain. Samedi, le 23 mars, nous allons manifester pour dénoncer l'assaut criminel d'Israël contre Gaza et nous manifesterons aussi pour dénoncer la complicité canadienne. Le Canada a exprimé des préoccupations face à ce qui arrivait à la population civile de Gaza. Mais il a continué à invoquer le droit d'Israël de se défendre, alors qu'Israël terrorise et tue la population civile de Gaza au vu et au su du monde entier. Le Canada a suspendu son financement à l'UNRWA pour le rétablir récemment, alors que cette agence est la seule qui est en mesure d'apporter une aide humanitaire conséquente et efficace dans la bande de Gaza. Le Canada participe maintenant à un corridor maritime humanitaire pour apporter un peu d'aide humanitaire à Gaza, alors que toutes les agences de l'ONU et les agences d'aide internationale considèrent que ces moyens-là, de même que le parachutage de vivres par la voie des airs, vont être totalement inefficaces et ne permettront pas d'enrayer la famine à Gaza. Le débat au début de la semaine au Parlement ne change rien à l'affaire. C'est une motion édulcorée qui a été adoptée, qui est non contraignante, et le Canada va continuer de mentir concernant sa complicité avec Israël et concernant ses ventes d'armes à Israël.
Samedi, le 23 mars, nous allons revendiquer haut et fort un cessez-le-feu immédiat et permanent, la levée du blocus et la libre circulation de l'aide humanitaire. Il y a des centaines de camions à la frontière égyptienne qui attendent d'entrer avec toutes les victuailles et toutes les autres aides essentielles nécessaires pour aider la population de Gaza. Et l'UNRWA a 13 000 employés dans la bande de Gaza organisés pour distribuer efficacement cette aide-là. Nous allons aussi demander la levée du blocus et nous allons demander évidemment la libre circulation de l'aide humanitaire, comme je le disais. Nous allons aussi demander l'arrêt effectif des exportations militaires canadiennes, directes et indirectes, et une transparence du gouvernement canadien à cet égard. Il y a eu une enquête qui a été faite par le média de Maple et les documents accessibles sont tous caviardés, ne permettant pas de voir quels biens militaires ont été exportés par le Canada. Le Canada prétend que c'est uniquement des aides militaires non létales. Alors pourquoi tout caviarder les documents si c'est le cas? L'autre affaire, c'est que ce n'est pas juste une question d'arrêter les permis d'exportation. Tous les permis d'exportation accordés avant le 7 octobre, il faut arrêter l'exportation. Et de Maple a réussi à montrer qu'il y avait une augmentation des exportations militaires du Canada vers Israël depuis le 7 octobre. En fait, en 4 mois et demi, il y a eu plus d'exportations militaires que dans l'année record des dernières années pour ce qui est des exportations militaires canadiennes vers Israël. On va aussi exiger de façon générale samedi la fin de l'occupation militaire et de la colonisation israélienne des territoires palestiniens et une solution juste et durable et rapide. Après 30 ans de processus de paix bidon, il est temps qu'on accouche de quelque chose de réel et de viable qui respecte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. L'appel se termine par une phrase: il n'est pas antisémite de défendre les droits du peuple palestinien. Alors, ce n'est pas inoffensif, cette phrase-là. Dans beaucoup de pays, y inclus le Canada, on vilipende tout soutien à la cause palestinienne. On criminalise dans beaucoup de cas les mouvements de boycott, sanctions et désinvestissement qui sont des mouvements de la société civile en réponse à des appels de la société civile palestinienne, ce qui était tout à fait permis dans le cas de l'apartheid, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Si notre mobilisation est un succès, ce qu'on espère et ce dont on a quand même beaucoup d'indications, il y a fort à parier que le lobby sioniste pro-Israël au Canada va rehausser le ton pour nous dénoncer comme antisémites. Et ça va être encore plus important que toutes les organisations de la société civile québécoise le disent. Ce n'est pas antisémite de défendre les droits du peuple palestinien. Merci beaucoup, Léon. J'inviterai maintenant Larissa Collineau, qui est actrice. Vous vous doutez que toutes les personnes qui prennent parole ici ont appuyé l'appel à la mobilisation de la coalition. Monsieur Trudeau, vous êtes politicien, je suis actrice. À première vue, nos vocations respectives semblent se situer aux deux extrémités d'un spectre. Pourtant, certains principes fondamentaux de ma pratique me semblent être tout aussi nécessaires dans l'accomplissement de la vôtre. Je pense en particulier au principe de la continuité. La continuité dans une œuvre de fiction, c'est ce qui nous donne à croire comme spectateurs à l'histoire qu'on nous raconte. La règle d'or est de veiller à ce que la courbe narrative du récit ne soit jamais brisée par une incohérence dans le fil des actions, des émotions ou des propos des personnages. Monsieur le Premier ministre, lors de la Journée internationale des droits de l'homme, vous avez dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Lors de la Journée internationale à la mémoire de Nelson Mandela, vous avez dit « Il revient à chacun d'entre nous de lutter contre les injustices, défendre les opprimés et bâtir un avenir où la liberté sera une réalité pour tous ». Lors de la Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste, vous avez dit « Ensemble, réitérons la promesse, plus jamais ». Lors de l'assaut du Capitole à Washington, vous avez dit « La violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple ». Lors du décès de la jeune Mahsa Amini à Téhéran, vous avez levé bien haut votre poing et vous avez dit « C'est un devoir
devoir de dénoncer toute violation systématique des droits de la personne. Lors des attaques du régime de Bachar al-Assad contre la population syrienne, vous avez dit « Quiconque est coupable de crimes de guerre contre des innocents, contre des enfants, doit répondre de ses actions. » Lors des attaques de l'armée russe en Crimée, vous avez dit « Si nous laissons l'invasion menée par un despote réduire les inhibitions d'innombrables autres agresseurs, le monde deviendra un endroit bien pire que celui que nous connaissons. » Au lendemain de la prise d'otage de 250 Israéliens et du meurtre de 1160 autres par le Hamas, vous avez dit « Nous avons le cœur brisé de voir que des centaines de vies innocentes ont été arrachées sans raison. Le Canada condamne sans équivoque et avec la plus grande fermeté ces terribles attaques. » Plus de 90 jours après le début de l'offensive israélienne, qui a tué plus d'enfants en 4 mois à Gaza qu'en 4 ans de conflit dans le reste du monde, vous avez dit « J'exprime mon soutien continu au droit d'Israël de se défendre, conformément au droit international, y compris le droit international humanitaire. J'exprime mes préoccupations concernant l'offensive prévue par Israël dans la ville de Rafah, mais réaffirme le lien solide entre le Canada et Israël. Nous convenons de rester en contact au fur et à mesure que la situation évoluera. » Monsieur Trudeau, les choix qu'on fait en tant que politicien, les mots qu'on dit ont des conséquences. Ça aussi, c'est vous qui l'avez dit. Dans une œuvre de fiction, une erreur de continuité peut tuer l'histoire. Toutefois, il arrive que cette discontinuité soit volontaire. Dans ce cas, l'objectif de l'artiste sera de brouiller les pistes, de faire perdre aux spectateurs ses repères. Maintenant, expliquez-moi. En quoi tuer massivement des enfants et maintenir plusieurs millions de civils en situation de famine est un acte de légitime défense? Monsieur le Premier ministre, vous qui m'encouragez, et je vous cite encore, à réfléchir aux valeurs démocratiques qui nous rassemblent en tant que Canadiens. Expliquez-moi votre démarche, car je ne la comprends toujours pas. Merci beaucoup, Larissa. Merci beaucoup, Larissa Koulibaly. Larissa va devoir quitter plutôt pour une pratique, une répétition, mais elle sera disponible en après-midi pour des entrevues, si vous le souhaitez. Je passe maintenant la parole à Marc-Édouard Giguère, qui est président du Conseil régional de la FTQ de Montréal et de Québec. Bonjour tout le monde. C'est une triste occasion qui nous réunit tous ici ce matin. Il existe, à l'évidence, plusieurs manières d'annihiler et de détruire des êtres humains. Et l'État d'Israël, les exerce toutes impunément. On peut penser à l'utilisation massive et aveugle d'armes de guerre, le démantèlement systématique de capacités opérationnelles des hôpitaux notamment, et le refus concerté de laisser entrer l'aide humanitaire lorsque tout est sciemment détruit. Jeremy Lawrence, qui est le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'ONU, a dit ceci: l'ampleur des restrictions qu'Israël continue d'imposer à l'entrée de l'aide à Gaza, ainsi que la manière dont il continue de mener les hostilités, peuvent équivaloir à l'utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui constitue un crime de guerre. Le haut-commissaire lui-même, M. Volk, a dit « La situation de faim et de famine est clairement le résultat de larges restrictions d'Israël sur l'entrée et la distribution d'aide humanitaire de marchandises. » Il ne faut pas oublier que depuis ce soi-disant conflit, entre guillemets, 2,2 millions de personnes, selon les estimations, ont été déplacées depuis le 7 octobre. La population palestinienne paie en ce moment, en fait depuis plus de 7 décennies, mais plus particulièrement depuis le mois d'octobre, un très lourd tribut, un tribut exorbitant, tant d'un point de vue humain que psychologique. Aujourd'hui, bien, on parle, on voit des images, en fait, du résultat de
de cette fermeture du robinet humanitaire, alors qu'1,1 million de personnes sont confrontées à une situation de faim catastrophique. On le sait, cette situation peut et doit être évitée. Par contre, d'autres constats s'imposent. Par exemple, l'ordre public en ce moment s'effondre à mesure que les gens deviennent de plus en plus désespérés. On constate que loin de faciliter l'entrée et la distribution sans entrave de l'aide humanitaire et des biens commerciaux indispensables pour mettre fin à la faim, Israël continue de fermer le robinet. Alors, ça démontre non pas une volonté, comme certains l'affirment, de protéger un territoire, faut-il le dire, illégitimement acquis, mais une volonté de détruire des êtres humains par tous les moyens possibles. En tant que représentant syndical, vous me permettrez de vous parler un peu du travail, de la question du travail en Palestine et dans la bande de Gaza. Avant que ça éclate, on sait qu'il existait sur le territoire environ 635 points de contrôle qui rendaient les journées des travailleurs et travailleuses interminables. Ces points de contrôle ont été fermés. En mars, à Gaza et en Cisjordanie, le taux de chômage était de 50 %. À la fin du mois, il va être de 57 %. Et on sait très bien que le travail a un impact direct sur la notion de dignité humaine. Donc, il y a une crise, on pourrait dire, humanitaire, mais il y a également une crise économique et sociale sans précédent dans le territoire palestinien occupé. Il y a des quartiers entiers qui ont été rayés, des secteurs d'activité qui ont complètement été éliminés et qui, à l'évidence, ça va prendre des générations pour permettre à l'activité économique normale de reprendre. Quelle est l'intention réelle de l'État d'Israël? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer que les organisations que nous représentons, le monde, la société civile, le monde entier n'est pas dupe de ce qui se passe sous nos yeux. Il s'agit d'une opération génocidaire qui n'a rien à voir avec une défense légitime de territoire, comme je le disais, illégalement acquis dans la grande majorité des cas. Le secrétaire général de l'ONU disait récemment « Nous devrons agir maintenant pour prévenir l'impensable, l'inacceptable, l'injustifiable. » D'autres disent, à contrario, que c'est un peu la loi du talion qui s'applique en ce moment. Alors, pour ceux qui connaissent ça, œil pour œil, dent pour dent, la question qu'on leur pose cependant est la suivante. Combien de morts palestiniens vont satisfaire l'appétit insatiable d'Israël? C'est quoi la proportionnalité qui est acceptable? Certains l'ont déjà évoqué d'ores et déjà. Il y a beaucoup plus de morts, plus de 31 000 morts en 165 jours d'agression, je vais le dire comme ça, ça triple le nombre de morts civiles depuis 755 jours entre l'Ukraine et la Russie. Alors, ça nous montre la proportionnalité et l'intention génocidaire de cet État. Je veux terminer ma prise de parole un peu avec cette déclaration. En ce moment, c'est notre sens moral et éthique qui est mis à l'épreuve, les amis, face à cette tentative d'éradication de la population palestinienne. Le mouvement syndical, qui a comme pierre d'assise la justice sociale et collective, on ne peut pas rester insensible face à ce plan de déshumanisation et le silence complice qui a été évoqué par ma prédécesseur, notamment du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne, doit être absolument dénoncé, et ce, avec force. Et on n'est pas dupe de l'abomination qui se passe en ce moment. On est témoin de quelque chose. On a l'obligation de prendre la parole. Donc, je dis solidairement, vive la Palestine libre, et souhaitant être dans les rues à vos côtés samedi, solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Édouard. Je passe maintenant la parole à Christine Gauthier, qui est vice-présidente de la Fédération nationale de
bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui pour un moment important, pour dénoncer ce qui se passe présentement à Gaza puis demander au gouvernement d'agir maintenant. La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui est affiliée à la CSN, représente plus de 35 000 personnes enseignantes, la grande majorité des professeurs de cégep et des chargés de cours universitaires, mais aussi des enseignants de plusieurs écoles publiques. Avec la coalition Urgence Palestine, nous joignons notre voix à toutes les organisations et les personnes signataires de la déclaration Ensemble pour Gaza pour demander à nos gouvernements d'agir et de mener des actions concrètes pour soutenir le peuple palestinien et, ça suffit, s'assurer de l'arrêt du massacre. La FNEC-CSN est depuis longtemps aux côtés du peuple palestinien et sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour dénoncer l'apartheid et revendiquer son droit à l'autodétermination. Pourquoi? Parce qu'il est évident que les Palestiniens, tout comme les autres peuples, ont le droit de vivre en liberté. Ils ont aussi le droit de vivre en sécurité. Or, vous savez comme moi, la situation est présentement critique à Gaza. Puis on n'a pas peur des mots, hein, pour dire ce qui se passe. C'est un massacre, c'est de la barbarie, c'est une déshumanisation des victimes civiles, c'est des crimes de guerre, ou du moins ce qui s'apparente énormément des crimes de guerre, comme était énoncé par l'ONU, et génocide. On n'a pas le droit de fermer les yeux, on n'a pas le droit de rester les bras croisés. C'est ça qui nous mobilise tous et toutes aujourd'hui, dont la communauté, le mouvement syndical. Nos gouvernements doivent non seulement exiger un cessez-le-feu immédiat et assurer un accès humanitaire sans entrave pour mettre un terme à l'horreur à Gaza, mais ils doivent aussi œuvrer en faveur d'une solution pacifique et durable dans la région, tout en respect des droits et libertés du peuple palestinien. Il faut aussi que le gouvernement rompe ses liens économiques avec Israël. C'est pour ça que nous serons tous et toutes ici à Montréal ce samedi pour dire c'est assez et c'est urgent. Je vais terminer en disant que pour la FNEC, on demeure très attentif à la situation qui se passe sur les campus présentement parce que les étudiants, le personnel enseignant et les syndicats qui prennent des positions en soutien à la Palestine doivent pouvoir le faire sans entrave. Doivent pouvoir être respectés dans cette liberté d'expression-là, incluant le droit de dénoncer Israël et le génocide en cours. Merci. Merci beaucoup, Christine. Je passe maintenant la parole à Linda Khalil, qui est de la Ligue des droits et libertés du Québec. Bonjour. La Ligue des droits et libertés est une organisation indépendante et non partisane fondée en 1963. Elle œuvre à la défense des droits humains depuis plus de 60 ans. La Ligue des droits et libertés est membre de la Fédération internationale des droits humains, un regroupement international avec lequel la Ligue a interpellé à plusieurs reprises le gouvernement du Canada pour l'intimer à respecter ses obligations en vertu du droit international. Les massacres quotidiens et les actes génocidaires perpétrés par Israël contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza se déroulent en toute impunité depuis près de 6 mois. Tous les jours, des images atroces nous parviennent de Gaza, ceux et celles qui les transmettent risquant leur vie pour que le monde ne puisse ignorer ce qui s'y passe. Les actions militaires d'Israël et le blocage de l'aide humanitaire sont en claire violation du droit international. Israël commet des violations répétées des droits humains des Palestiniens et Palestiniennes. Toutes les personnes et organisations réunies ici le rappellent avec horreur aujourd'hui. Israël viole le droit à la vie et le droit à la sécurité d'adultes et d'enfants de plus de 2 millions de personnes. En vertu du droit international, Israël, comme occupant, n'a pas de droit de se défendre à l'égard d'une population et d'un territoire qu'il occupe militairement. La Ligue des droits et libertés insiste sur l'importance de nommer les causes profondes des violences actuelles, c'est-à-dire la colonisation, l'occupation illégale et l'apartheid imposés au peuple palestinien, ainsi que le déni permanent au peuple palestinien à exercer son droit à l'autodétermination, ainsi qu'au retour des réfugiés.
le Canada persiste à se positionner de plusieurs façons en soutien avec l'État d'Israël, dont nous savons qu'il est en train de commettre des actes génocidaires contre le peuple palestinien. Le Canada est signataire des conventions de Genève. Il a l'obligation d'agir en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies pour faire respecter le droit international qu'Israël bafoue actuellement et depuis des décennies sans scrupules. En effet, les attaques actuellement contre les civils, le déplacement forcé des populations, les attaques contre les institutions sanitaires et le personnel médical violent les conventions de Genève. Le Canada est également signataire de la Convention de la prévention et de la répression du crime de génocide. À ce titre, le Canada a l'obligation juridique ferme de prévenir et de punir le génocide. Il doit tenter d'influencer de façon effective et concrète l'action des officiels et personnes israéliennes qui commettent actuellement des crimes internationaux et un génocide contre la population gazaoui et palestinienne en général. À cet égard, la décision de la Cour internationale de justice le 26 janvier 2023 ne devrait laisser place à aucun doute. Israël agit de sorte à affamer la population palestinienne, à empêcher l'aide humanitaire, en démolissant des infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte, rendant la bande de Gaza délibérément inhabitable et tuant des milliers d'enfants. Il est urgent et vital que le Canada exige un cessez-le-feu permanent et immédiat dans la bande de Gaza et adopte toutes les actions nécessaires pour faire cesser immédiatement les interventions militaires d'Israël sur le territoire. Le Canada doit exiger l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire de façon immédiate dans toute la bande de Gaza et la fin du blocus imposé par Israël depuis 16 ans. Le Canada doit également imposer un embargo immédiat sur les armes ainsi que les marchandises et technologies militaires à destination d'Israël, y compris le commerce des armes via les États-Unis. Dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie, les organisations membres de la Fédération internationale des droits humains, basées en Palestine et en Israël, continuent de recueillir des preuves de plus en plus flagrantes d'une exceptionnelle augmentation des violations des droits humains. En Cisjordanie, les autorités israéliennes ont facilité le meurtre et le déplacement de Palestiniens et Palestiniennes, nié leur liberté de mouvement, procédé à des centaines d'arrestations arbitraires accompagnées de détentions administratives et soumettant les détenus palestiniens à des traitements cruels et inusités, ainsi qu'à des traitements qui s'apparentent à de la torture. En fait, à des traitements qui sont de la torture. Ces violations des droits humains forment un système oppressif qu'Israël impose aux Palestiniens et Palestiniennes avec la complicité du Canada. En terminant, la Ligue des droits et libertés demande également au gouvernement du Québec d'annuler l'ouverture d'un bureau à Tel Aviv et de suspendre ses liens de coopération avec Israël. Le 5 mars dernier, la Ligue des droits et libertés et 22 organisations ont transmis cette demande au Premier ministre François Legault et à la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Martine Biron, et avons demandé une rencontre. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Il est inconcevable que le Québec choisisse d'intensifier ses liens commerciaux avec Israël et d'y ouvrir un bureau, d'autant plus que la coopération scientifique et technique se fait principalement avec des instituts de recherche et des entreprises qui sont partie prenante du complexe militaro-industriel israélien. Les actions du gouvernement du Québec vont à l'encontre de ses obligations en vertu du droit international et de sa responsabilité à prévenir le crime de génocide et à œuvrer pour la défense du droit international des droits humains. Merci. Merci, Lisa. La prochaine personne sera Michel Asselin, qui parle au nom de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes et aussi en tant que directrice de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Bonjour. Je prends la parole au nom des 74 organismes membres de la COSI, dont 4 sont présents en aide humanitaire présentement à Gaza. Je prends aussi la parole au nom de la coordination de la Marche mondiale des femmes. La coordination du Québec est membre du grand mouvement de la Marche mondiale des femmes
organisations appellent à un regard féministe, humanitaire et antiraciste sur la situation des Palestiniennes et des Palestiniens à Gaza. Jour après jour, nous assistons en direct à la dégradation de la situation humanitaire en Palestine. Un groupe membre de la COSI qui est présent à Gaza qualifie la situation comme suit. On assiste à l'horreur enchantée. Rappelons que 1,7 million de personnes, selon l'ONU, ont été déplacées par la guerre sur les 2,4 millions d'habitants du petit territoire dévasté. Après avoir fui les combats au nord, plus de 1,3 million de déplacés, selon l'ONU, s'entassent dans des conditions désespérées à Rafah. Dans ces conditions inhumaines, les femmes, les enfants et les nouveau-nés de Gaza paient doublement le lourd prix de l'escalade des hostilités, à la fois en tant que victimes et en raison à un accès réduit ou inexistant aux services de santé, avertissent plusieurs agences de l'ONU, notamment l'UNICEF et le droit. Particulièrement, les femmes n'ont pas accès aux services d'obstétrique d'urgence dont elles ont besoin pour accoucher en toute sécurité et s'occuper de leur nouveau-né. Avec la fermeture de nombre d'hôpitaux et de centres de soins, les femmes doivent accoucher dans des abris, chez elles, dans les rues, au milieu de décombres ou dans des établissements de santé débordés, où les conditions sanitaires se dégradent et où les risques d'infection et de complications médicales augmentent. Les bombardements et l'accès humanitaire restreint vont entraîner des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë. Une grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants. On a entendu Jeremy Lawrence, porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme, mentionner que l'utilisation de la faim comme arme pourrait constituer un crime de guerre. Et selon la mesure la plus respectée en la matière, 100% de la population de Gaza est dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Et c'est la première fois que la population entière est ainsi classée. Les organismes d'aide humanitaire québécois sont à Gaza. Ils ne peuvent apporter toute l'aide urgente nécessaire. Les mères luttent pour nourrir et soigner leurs familles. Nous nous indignons contre l'idéologie sioniste qui, de façon raciste et coloniale, justifie toutes sortes de violations des droits civils en situation de conflit et de guerre. Une menace de génocide est en cours et tout le monde doit prendre ses responsabilités pour s'y opposer, pour empêcher sa continuation. Les États, l'ONU, la société civile. Je vous partage un message, un cri du cœur reçu par la Marche mondiale des femmes de Palestiniennes. Le poste frontalier de Rafah et tous les postes frontaliers doivent ouvrir immédiatement afin de permettre aux blessés d'entrer et de sortir pour être soignés. C'est un appel pressant que nous appuyons ardemment. Les routes existent. On n'a pas besoin de faire des ponts aériens, de faire des quais. Il y a des routes, on doit les ouvrir. Les groupes québécois présents à Gaza, avec tous les groupes humanitaires, doivent pouvoir acheminer de façon sécuritaire toute l'aide nécessaire et ainsi assurer le respect de l'intimité humaine. La COSI et la coordination de la Marche mondiale des femmes appellent à la mobilisation des Québécoises et des Québécois pour que cessent immédiatement les bombardements et que l'aide humanitaire soit acheminée. Parce que nous sommes toutes et tous concernés, car c'est de notre humanité dont il est question. Merci, Michel. Je céderai maintenant la parole à Naël Fafam-Ricardo, qui est de Voix juive indépendante de Montréal. Vous m'entendez bien? Bon.
dire quelques mots pour Voix juive indépendante Montréal. À Voix juive indépendante Montréal, nous sommes très fiers de pouvoir joindre nos voix à celles de nos alliés militants et militantes dans la société civile québécoise qui s'organisent en soutien à la cause de la libération palestinienne. À travers l'histoire, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, ce sont les classes populaires qui ont répondu présent quand nos élites politiques ont préféré le silence et la complicité. Pendant la dictature de Pinochet, face à l'apartheid, contre la guerre en Irak, et depuis toujours en soutien à la cause de la Palestine, les travailleuses et les travailleurs québécois se logent résolument du bon côté de l'histoire. Nous sommes fiers de nous y loger à leur côté. Confrontés à la violence inimaginable exercée par les forces d'occupation israéliennes à l'égard du peuple palestinien, pas juste depuis le 7 octobre, depuis 1948, et de surcroît maintenant depuis 6 mois. Il est notre devoir aussi, dans la fière lignée de nos principes juifs, de dénoncer ce génocide sans ambiguïté. Soyons clairs, il n'y a rien de plus important pour la tradition militante juive qui nous anime que de lutter corps et âme pour empêcher la perpétration d'un crime de génocide contre le peuple palestinien pris en otage dans la bande de Gaza. Pour nous, c'est la seule façon d'honorer la mémoire de tous les membres de nos communautés qui ont été pris à travers l'histoire, cible de la violence antisémite et génocidaire. Chez Voix juive indépendante, nous sommes très conscients que si plus jamais qu'on entend scander à tort et à travers, veut dire plus jamais seulement pour les Juifs, ça ne sert à rien du tout. La meilleure façon d'assurer la sécurité de nos communautés ici est de lutter pour la sécurité, la liberté, la justice et la paix pour tous les Palestiniens et Palestiniennes. La meilleure façon d'honorer nos identités juives est de libérer du sionisme corrosif, la véritable menace à la tradition juive que nous incarnons. Un génocide est en cours à Gaza. Plus jamais, c'est maintenant. Il nous revient comme juives et juifs, comme êtres humains, de faire tout en notre pouvoir pour l'arrêter. La Palestine vivra, la Palestine vaincra. Merci beaucoup, Naël. Je céderai maintenant la parole à Zaria El-Masri, qui est du collectif des femmes pour la Palestine. Je me permets de dire aussi que c'est une descendante d'une famille de réfugiés palestiniens. Merci Amélie. En effet, je vous parle aujourd'hui au nom du collectif des femmes pour la Palestine. Mais comme Amélie l'avait précisé, moi-même, je suis née comme réfugiée palestinienne au Liban. Mon père est un survivant de la Nakba. Puis, je dois vous avouer que, écoutant toutes les personnes qui m'ont précédée, c'est difficile parfois de se garder une mine pour pouvoir continuer puis faire face à une conférence de presse devant nous. Fait que vous allez me permettre le fait que c'est très difficile de prendre la parole aujourd'hui. En écoutant, on a évoqué le génocide à Gaza, on a évoqué le déplacement forcé d'une population de 2,2 millions de personnes, on a évoqué une famine forcée par Israël, parce que comme ça a été dit, c'est pas comme si les chemins n'existent pas. Israël a un accès direct à Gaza. Ils peuvent faire entrer aujourd'hui l'aide humanitaire. Ils peuvent mettre fin immédiatement à cette famine forcée, mais ils ne le font pas. Le gouvernement canadien, ils ont tenu un débat toute la journée, le 18 mars. Ils ont tenu un débat pour une motion qu'ils ne sont pas obligés même de suivre. Et le résultat, c'était quoi? C'était même pas exiger un cessez-le-feu immédiat. C'était même pas de prendre des gestes concrets immédiatement. C'était pas une position pour que le Canada se prononce haut et fort contre le génocide qui est en cours. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Presque 32 000 martyrs palestiniens et palestiniennes devant nos yeux. Des enfants palestiniens, des jeunes palestiniennes qui ont pris leur téléphone pour devenir des journalistes en apprentissage du jour au lendemain pour nous raconter un génocide en cours. Un poète palestinien a écrit sa poème. Il a dit « Si je meurs, soyez porter ma voix ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a entendu de ces nouvelles pendant une semaine, puis après, on a passé à autre chose. Elle est où notre conscience comme humain?
il me semble que la moindre des choses qu'on peut exiger, qu'il faut s'attendre de nos gouvernements, c'est avoir une conscience, c'est pouvoir regarder nos enfants dans les yeux et de leur répondre « Qu'est-ce que vous avez fait pendant qu'il y a un génocide en cours? » On ne peut plus se tourner les yeux et dire « On ne le sait pas ». Moi-même, je me suis posé la question, en 1948, pendant le nettoyage ethnique en Palestine, comment est-ce que les communautés ont agi? Les familles qui attendaient de sortir, qui attendaient de fuir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils attendaient de l'aide à l'extérieur? Est-ce qu'ils se demandaient, mais ils sont où les pays? Elle est où la communauté internationale? Pourquoi ils ne viennent pas de mettre fin, d'arrêter tout ce qui se passe? Or là, je sais c'est quoi la question. C'est parce que la vie palestinienne est continuellement dévalorisée. C'est parce que la déshumanisation qui est en cours à cause de discours non seulement médiatiques, mais de nos politiciens, c'est ça qui rend que les personnes ne se posent plus la question, mais pourquoi? Pourquoi ça fait plus que, je ne sais pas combien d'années on est rendu là, pourquoi ça fait des années et des décennies que les Palestiniens demandent leur droit de vivre en paix, d'avoir leur propre État sur leur terre natale? Pourquoi ils n'ont pas le droit? Alors il faut se poser ces questions. Il faut demander pourquoi ce double poids, double mesure envers la population palestinienne. Le Canada a mis en place un programme pour les réfugiés qui vont sortir de Gaza. Ils ont mis une cape de 1000 personnes. Vous savez comment c'est un choix déchirant de choisir quelle personne de votre famille, votre mère, votre grand-mère, votre cousine, votre fils, votre frère, votre père, qui vous allez sortir? Ben, il faut choisir. Chaque Palestinien et Palestinienne, on est confronté à ce choix. Comme communauté, on est en train de vivre un deuil collectif. Mais la pire des choses, c'est que ce deuil n'est même pas reconnu. Puis il faut le souligner, cette injustice. Pour les ressortissants ukrainiens, il n'y avait même pas de cap. On a tellement facilité les choses, puis on a adopté les bonnes mesures. Mais pourquoi on ne les applique pas aux Palestiniens? Alors aujourd'hui, il faut exiger de nos gouvernements, il faut se dire, un jour, l'histoire va nous poser la question, où est-ce que vous étiez pendant ce génocide? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'arrêter? Il faut aller au-delà des paroles et passer à l'action aujourd'hui. Non juste par exigeant un cessez-le-feu immédiat, mais en reconnaissant la Nakba, en reconnaissant la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens, en reconnaissant toutes les atrocités qui sont commises non seulement à Gaza, qui vit sous un blocus illégal depuis 17 ans, est un blocus qui est reconnu par la Cour internationale de la justice. Alors il faut prendre toutes ces données, puis appliquer la moindre des choses, la valeur d'une vie humaine, d'une vie palestinienne, à toutes les valeurs de n'importe quel être humain. Merci. Merci beaucoup, Zaria. Le dernier, mais non le moindre, on fait Louis Picard, humanitaire. Bonjour. Je vous disais, je suis ici en tant que père, parce que je sais que les enfants palestiniens sont nos enfants et qu'on en est responsable. Vous allez me pardonner, je suis un peu émotif quand je parle de ça, parce que je suis bouleversé depuis 5 mois. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est lire un extrait d'une lettre que j'ai écrite, qui a paru dans la presse il y a 2-3 semaines. Donc, c'est lettre à un jeune Palestinien. Je ne sais pas quoi te dire. Respire. Ferme tes yeux. Vois le peu d'eau qui te reste, même si elle est sale, même si elle te rend malade. Ferme tes oreilles, mon amour, pour ne plus entendre les cris et les gémissements. Oublie ton père et ta mère, ils sont morts ce matin, dans ce camp où vous étiez réfugiés. Oublie leurs cadavres déchiquetés par cette bombe américaine de 2000 livres qu'on leur a balancée en pleine gueule. Oublie ton frère et ta sœur, dont on ne retrouvera plus jamais les corps ensevelis sous les décombres. Et un WSF, Wounded Child Without Surviving Family, sigle obscène utilisé sur une base régulière à Gaza. Respire, mon amour. L'Occident aime les enfants innocents. L'Occident fera tout et n'importe quoi pour les protéger. Les méchants, c'est pas nous. Respire. Je sais qu'on t'ampute d'une jambe. Je sais qu'il n'y a pas d'anesthésie, mais respire.
Évidemment que cette lettre est fictive, évidemment qu'aucun enfant palestinien ne l'arrivera jamais. Pardonnez cet exercice puéril, mais j'ai le cœur qui brise. On est face à une horreur sans nom à Gaza. Un massacre hors proportion perpétré par une des armées les plus puissantes au monde. Massacre d'un peuple assiégé qui vivait déjà dans une pauvreté extrême. Massacre dont l'horreur nous accompagne tous. Elle accompagne le café que je vais prendre, le match que je vais écouter, l'ami que je vais rencontrer, la scène que je vais préparer. Elle est là, juste à côté, pendant que je me livre à des activités plus ou moins mondaines. Et je suis, par mon silence, dépossédé de mon humanité. Merci. Bon, donc, merci d'être venu jusqu'à la fin. On a passé de quelques minutes, mais maintenant, ce serait le temps de la période de questions. Peux-tu avoir le résumé en anglais, monsieur, avant? Un résumé en anglais. Moi, je pensais que je ferais ça juste pour vous. Ah non, non. So we're here today to convey the massive indignation of the Quebec civil society in front of the horrors that are currently happening in Gaza. We are here today to say that we want an immediate end, an immediate ceasefire, an immediate end of all bombardments of Israel. We are here today to say that we want a lifting of the blockade and the free circulation of humanitarian aid immediately. All the necessary food and other goods, essential goods, are there waiting to enter Gaza at the Egyptian border, and Israel is preventing their entry into Gaza, which is in itself a crime of war and a crime against humanity. Most people in Quebec and around the world perceive what is going on right now as genocide. The International Court of Justice has ruled that it has seen evidence that might indicate that Israel is committing crimes of genocide, but the peoples around the world, including in Quebec and Canada, have this knowledge in their own mind, in their own heart, and are totally indignant at what is currently happening. The Coalition du Québec, Urgence Palestine, has circulated an appeal, a call for mobilization, which has been endorsed by 193 organizations of Quebec civil society, of all horizons, trade unions, women's groups, community groups, student bodies, etc., and has also been signed by 133 well-known Quebec personalities. All of these people are calling for a broad mobilization, for a demonstration that is going to happen this coming Saturday, March 23, and we are all in unity to require that the Canadian government end immediately its complicity with the crimes that are being committed by Israel, and we call on Canada to commit to a full transparency about its military exports to Israel, and we call for an end to all of these military exports to Israel. Merci. Donc, ce serait maintenant la période de questions. Je peux prendre un petit moment pour remercier les gens qui nous suivent en ligne. La conférence de presse est diffusée sur la page de la Ligue des mobiles. Bonjour, Philippe Bonnevé, 98.5 FM. Monsieur Legault, peut-être vous avancez. Pour la manifestation, avoir un peu plus de détails. Vous attendez à avoir combien de personnes? Pensez-vous qu'on va avoir des dizaines de milliers de personnes dans les rues? Est-ce que ça pourrait devenir le plus grand rassemblement depuis les 6 derniers mois, depuis la guerre entre Israël et la Hamas?
Et quel sera l'objectif? On se promène où à Montréal? La dernière fois, la grande manifestation s'était dirigée vers le consul d'Israël dans Westmount. Là, quel est le trajet? Où on s'en va? Ben, ce que vous avez évoqué, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Montréal, c'est ce qu'on espère tous. Et on a quand même des sérieuses indications que ça risque de se produire parce que, comme je le mentionnais tantôt, il y a un très grand nombre d'organisations et de personnalités publiques qui ont endossé cet appel-là, mais non seulement qu'ils l'ont endossé, puis qui nous disent qu'ils l'attendaient depuis longtemps et qu'ils vont mobiliser pour samedi prochain. À part de ça, on n'a pas non plus une liste de tous ceux qui vont venir dans la rue, mais il y a de fortes chances que ce soit la plus grande mobilisation pro-palestinienne depuis longtemps au Québec et à Montréal. Le trajet, on part du Square d'Orchester. Le trajet n'est pas tout à fait encore finalisé dans la mesure où il y a beaucoup de travaux dans les rues de Montréal constamment. Et il va falloir vérifier jusqu'à la dernière minute s'il n'y a pas des cônes oranges qui surgissent quelque part. Mais on sait qu'on veut terminer au complexe Guy Favreau parce que c'est au gouvernement du Canada que s'adressent nos principales demandes. Donc la fin de sa complicité avec les crimes commis par Israël en ce moment. Il n'y a parfois eu certains conflits lors de petits rassemblements ou de moyens rassemblements aussi. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un peu de pagaille avec des groupes pro-Israël qui pourraient tenter de venir perturber un peu ce rassemblement-là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous craignez ça? En tout cas, c'est pas du tout dans nos intentions, ça c'est évident. Il y a des groupes juifs qui participent à cette manifestation-là. Il y a même régulièrement, là, je ne le sais pas parce que c'est un samedi puis c'est le Shabbat, mais en tout cas, il y a même régulièrement des juifs hassidiques de l'organisation des Neturah Karta qui participent à ces rassemblements-là régulièrement. Je veux dire, on va avoir un service d'ordre qui va voir est-ce que tout se déroule paisiblement. Et s'il y a des gens qui vont venir faire de la provocation, je veux dire, on n'y répondra pas et le service d'ordre va s'interposer pour que rien se produise. Mais pour avoir participé quand même à beaucoup de manifestations les dimanches à Montréal, je veux dire, généralement, il ne se passe rien. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il se passe davantage. D'autant plus que le grand nombre de personnes qu'on va être dans la rue, je pense, va un peu décourager ce genre d'agissement-là. Merci. D'autres questions? I'm just wondering, what is the message going to be on Saturdays? It's very similar to what we're doing today. I guess I'll do this. Yeah, the message is going to be exactly the same that I think that we all said here. And I think the message is very clear. I mean, a lot of people in the media are saying that things are very complicated. I think in the past 6 months we've seen that things are not that complicated actually. We're asking for the end of the occupation. We're asking for the end of the genocide that is occurring right now in Gaza. And these are things that we haven't just been asking since the 7th of October. We've been asking these things for years. Independent Jewish Voices have been asking for this for decades now. Other organizations, Palestinians, have been asking for this for decades. So I think it's about time that our governments listen to us. It'd be in Ottawa or in Quebec City. What did you make of the motion in Ottawa a couple of days ago? There was a lot of debate. It wasn't unanimous. We saw there were some changes to this. What do you make of that? I think that everybody here could speak to that. I can say that Independent Jewish Voices put out a statement about that, and obviously we feel that the motion that was presented by the NDP was a first step. The initial motion was a first step. The changed and modified motion would take out, for example, the recognition of Palestinian statehood. For us, that is unacceptable. I mean, we're at a point right now where we should be recognizing Palestinian statehood if we're talking about a two-state solution. And everybody in Ottawa, all across the world, in the Western world, talks about a two-state solution. They're not even capable of recognizing the Palestinian state. I mean, if they don't recognize the Palestinian state now, when are they going to recognize the Palestinian state? Right? So I think that there is the weapons embargo, as was said here by another speaker. I mean, this is a non-binding motion. We'll believe it when we see concrete action. And there wasn't even in that motion, I mean, Canada said that they're apparently now in favor of a ceasefire, right, the Liberal government. But what are they doing concretely to make that ceasefire happen? There's a lot of pressure we can impose
on Israel. There's a lot of pressure we can put on the United States too, and we're not seeing that from the Canadian government. I'd like to just ask you about the date that was chosen. We know the former Prime Minister's funeral is on Saturday, it's earlier in the morning, but was there any consideration of doing this on Sunday? Is there any concern at all that, there is going to be heavy security in the downtown area on that day? Well, the date was chosen before the funerals were announced, and it was too hard to change the date. Because of that, there's always something happening somewhere in Montreal. The following weekend is Easter. The previous one, there was a broad migrants' rights mobilization across Canada. So it will happen on Saturday, and we have a request for you guys that you make all efforts possible so that the Mulroney funeral is not the only item on the news on Saturday night. D'autres questions? Oui, je vais ouvrir d'abord s'il y a d'autres questions, puis ensuite on pourra passer à des entrevues individuelles. Peut-être une question, M. Ricardo, concernant la position du Canada qui propose une solution à 2 États, mais qui peut seulement être obtenue en étant négociée. La position de Mélanie Joly, par rapport à ça exactement, le fait que ce soit seulement négocié. C'est qui veut pas négocier? Israël. Israël ne veut pas négocier, Netanyahou ne veut pas négocier depuis la fin des accords d'Oslo. Donc, si le Canada veut qu'on arrive à une solution à 2 États, il faudrait peut-être faire une pression sur Israël. C'est la réponse que j'ai par rapport à ça, qui me semble très drôle de voir Mélanie Joly faire un peu des compètes. On ne sait pas trop, c'est un peu de la gymnastique intellectuelle. On dit qu'on est pour 2 États, mais c'est le nom de dossier. Mais je veux dire, on peut prendre la position. Il y a des pays, déjà, nos alliés, qui ont pris des positions là-dessus. Je pense notamment à l'Espagne, je pense au Portugal, je pense à d'autres pays en Occident qui ont pris cette position. Il est temps de reconnaître l'État palestinien. Ouais, il y a Linda Khalil de la Ligue des droits et libertés, puis ensuite Zahia qui va répondre. Oui, merci. Donc, je voulais juste amener un élément de réponse peut-être pour monsieur le journaliste que vous quittez, mais excusez-moi. Au début, donc, dans la question, le préambule qui parlait de guerre Israël-Hamas, donc on voulait appeler à la responsabilité aussi dans la couverture médiatique de nommer avec les bons mots la situation. Donc, on parle d'actes génocidaires en ce moment, on ne parle pas d'une guerre. Israël est un État occupant qui occupe militairement une population et un territoire. Donc, on n'est pas dans un contexte de guerre entre 2 États. Et en ce qui concerne la solution négociée, il est important de rappeler qu'en droit international, on ne négocie pas des violations de droit. Donc, Israël commet des violations depuis 75 ans du droit international. Il colonise et occupe un territoire, soumet la population à un régime d'apartheid. Ce qu'il est requis en droit international de faire, c'est de tout faire pour qu'Israël cesse ses violations de droit. On ne négocie pas sur la base de violations de droit. Donc ça, c'est extrêmement important que ce soit clair et que ce soit dit, que ce soit expliqué à la population. Et la solution, quand on parle de solution juste, quand on parle de justice, de respect des droits et de paix, la solution doit être articulée en fonction de l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et doit émaner du peuple palestinien qui est le peuple oppressé. Donc, je trouve ça important dans la couverture médiatique on trouve ça important qu'un virage s'opère pour bien contextualiser à la population les événements et d'expliquer le cadre dans lequel tout se produit. C'est un cadre de colonisation et d'occupation. Merci. Merci Linda. Zahia El-Masri du collectif de femmes pour la Palestine. Je voulais juste insister à nouveau sur ce point d'utiliser le bon lexicon et les bons termes, parce que je reviens à la question, est-ce que vous n'êtes jamais reposé la question pourquoi la Palestine? Parce que si on continue à aborder le sujet comme quoi guerre, comme quoi un conflit, on n'arrivera jamais à la bonne réponse.
Alors, il faut reconnaître qu'il y a une occupation, une colonisation. Il faut se poser la question pourquoi. Qui sont les victimes ici et qui est le colonisateur? Le colonisateur, c'est Israël. Les victimes, c'est la population palestinienne. Et effectivement, tant aussi longtemps qu'on parle de solution 2 États, 1 État, 3 États, peu importe, c'est de la poudre aux yeux. Parce qu'il n'y a rien concrètement qui va permettre maintenant de la naissance d'un État palestinien ou de la réalisation de ce rêve à l'autodétermination du peuple palestinien. Israël, on a reconnu le taux le plus élevé de construction des colonies illégales à l'intérieur des territoires palestiniens pendant le génocide qui est en cours à Gaza. Alors ça, c'est pas banal. Faites parler, peu importe le nombre d'États, la solution va venir de l'interne de chez les Palestiniens, mais au début, il faut reconnaître le génocide en cours, la colonisation et l'occupation israélienne. Sinon, il n'y aura aucune solution durable et juste. Merci, Zaria. Donc, je prends le temps de vous remercier toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui. Remercier toutes les personnes qui ont pris parole. Donc, on vous ouvre la porte à des entrevues individuelles si vous souhaitez.